Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons apprendre à changer notre vie grâce à la PNL, une méthode enseignée dans le livre Pouvoir illimité d'Anthony Robbins, qui est un livre, qui est un best-seller. Dans ce livre, il enseigne une grande partie des méthodes qu'il utilise en fait pour coacher des gens, il a coaché des gens comme Nelson Mandela, Bill Clinton, Mère Teresa, des sportifs de haut niveau, des entrepreneurs à succès vraiment. Donc il partage une grande partie de ses méthodes dans ces livres-là. C'est quelqu'un qui a qui est né en 1960 et puis il a eu un tumeur au cerveau à 34 ans et puis il était persuadé que le docteur avait fait un mauvais diagnostic et quelques mois après le tumeur avait disparu. Là, une autre chose à savoir sur lui, c'est que c'est quelqu'un qui organise des séminaires durant lesquels il fait marcher des gens sur le feu. Un feu à 1000 degrés Celsius, des gens marchent sur ce feu. Donc, waouh, trop fort les gars. C'est une autre chose aussi à savoir sur lui, c'est que euh, c'est quelqu'un, il aide les gens à se défaire de leur phobie, de leur façon de vivre, des mauvais comportements que les gens peuvent avoir. Donc, ce livre est divisé en 21 étapes qu'on va voir tout de suite et qui vont vraiment, vraiment vous changer votre façon de voir les choses. Et la première étape de ces livres, c'est le pouvoir ou bien là encore la marchandise des croix ou encore la communication. En fait, c'est cela. Ceux qui réussissent, Anthony Robbins a remarqué que ceux qui réussissent ont des traits en commun, ont tous des caractéristiques en commun que ceux qui ne réussissent pas n'ont pas. Quelles sont ces caractéristiques que ces gens qui réussissent ont en commun? La première des choses, c'est la passion. Sans passion, vous n'avancerez à rien. La seconde chose, c'est que ces gens sont convaincus qu'ils vont réussir. Ils ont de la conviction, ils ont de la stratégie, ils ont un plan d'action, quoi. La quatrième chose, c'est qu'ils ont la clarté des valeurs, c'est-à-dire qu'ils sont en accord avec leurs valeurs personnelles. La cinquième chose, ces gens ont tout ça en commun. L'énergie. L'énergie, c'est quelque chose de très important. Sans énergie, même si vous avez tout le reste, vous ne pourrez pas faire ce que vous devez faire. La sixième chose, c'est qu'ils ont l'art de se lier aux autres. La septième chose, c'est qu'ils maîtrisent la communication. Et vous allez apprendre dans ces livres, donc durant cette petite vidéo, comment avoir tous ces traits et faire partir des gagnants et non des perdants. Donc, ça, c'est le premier chapitre qui résume tout simplement cela. La deuxième partie, ça, c'est le détail qui change tout. Ces détails-là, vous ne pourrez avoir ces détails qui changent tout qu'en modélisant quelqu'un. Si vous voulez quoi que ce soit dans votre vie, si vous voulez être un bon coach, un bon parleur, je sais pas, un bon parent, un bon conjoint, vous devez avoir des modèles et appliquer tout ce que ces personnes disent tout ce que ces gens font pour avoir leurs résultats. Donc, en fait, pour pouvoir avoir ces petits détails-là qui changent tout, vous devez essayer de copier hein, le système de croyance de la personne. Hein. Deuxièmement, vous devez essayer de copier la syntaxe dans laquelle ces croyances sont. Troisièmement, vous devez essayer de copier la physiologie de la personne. Imaginons que vous voulez être un grand orateur et que vous prenez comme modèle Martin Luther King. Vous regardez un de ses discours, vous essayez de voir quel genre de pensée il a en général, quelles sont ses façons de faire, comment il se tient. Donc, c'est très important. Après ça, le chapitre suivant nous permet de pouvoir nous mettre dans un état donné. En fait, nous avons tous une façon de faire pour être dans la joie ou encore pour être déprimé. Vous pouvez vous sortir instantanément de la déprime à la joie, à l'euphorie complète. Tout cela en contrôlant votre physiologie ou vos représentations internes. Vos représentations internes, je vous donne l'exemple. Votre mari est en retard et vous commencez à vous dire il doit être en train de me tromper. Ça fera déjà que vous serez
plutôt en colère contre lui, alors qu'il n'est peut-être que lui, il n'a rien fait. Il était bloqué dans les embouteillages. Et quand il va arriver, ces représentations internes vont déterminer votre façon de l'accueillir. Donc, c'est pourquoi les représentations internes sont très importantes. En tant que gagnant, on doit prendre des représentations internes qui nous permettront en fait d'avoir ce qu'on veut et qui nous éloigneront de ce que l'on ne veut pas. Encore faudrait-il aussi prendre une physiologie. La physiologie aussi nous permet de nous mettre dans un état donné. Si vous voulez être confiant, prenez la même posture que quand vous êtes confiant. Je vous assure que votre esprit, votre cerveau ne peut pas ne peut pas vous amener une autre émotion différente de celle de la confiance. Après ça, le quatrième chapitre nous parle de la naissance de l'excellence ou encore la croyance. C'est dans vos croyances que tout se fait. C'est dans vos croyances que vous allez finalement avoir les potentiels que vous pouvez réunir et puis mettre en place des actions correspondantes puis avoir certains résultats. Si vous croyez que vous pouvez faire quelque chose, vous allez réunir tous les potentiels, toutes les ressources dont vous disposez et vous allez mettre en place des actions qui correspondent à cela. Et finalement, vous allez avoir des résultats qui correspondaient à votre croyance et vice-versa. Et ça sera un cercle vertueux qui va encore vous convaincre que vous pouviez l'avoir. Donc, la prochaine fois que vous voudrez faire quelque chose de très important pour vous, commencez par vous dire que ça va réussir et vous allez pouvoir finalement réunir les ressources nécessaires, mettre en place les actions nécessaires et finalement avoir les résultats escomptés. Après, nous avons les 7 mensonges du succès. Cette fois-ci, on va essayer de vous donner la vraie version. Parce qu'on vous ment dans la société en vous disant certaines choses. On va vous dire les vérités ici. La première vérité, c'est que toute chose qui vous arrive dans la vie vous arrive pour une raison et doit vous servir. C'est important. Toute chose arrive pour une raison précise et doit vous servir. La deuxième chose, c'est que l'échec n'existe pas. Dites-vous cela. Il n'y a que des résultats qui existent. Si vous avez un résultat que vous ne vouliez pas, changez votre croyance. Vous allez finalement réunir les potentiels, les ressources nécessaires, puis mettre en place les actions qui vont avec. Et là, vous allez changer vos résultats. La troisième chose, c'est que quoi qu'il vous arrive, assumez-en la responsabilité. Ne pointez jamais quelqu'un du doigt, c'est de ta faute. Parce que quand il fait, les 2-3 doigts supplémentaires viennent vers toi. Ils te montrent montre-toi que c'est toi là, le fautif. Donc, prenez la responsabilité de toutes les choses qui vous arrivent. Et la quatrième chose à savoir, c'est qu'il n'est pas nécessaire de tout comprendre pour tout utiliser. Vous comprenez le téléphone, vous comprenez la vidéo. Moi, je ne comprends pas grand-chose là-dedans, mais je sais quand même que je transmets mes messages grâce à cette vidéo. Je peux communiquer avec ma famille grâce au téléphone. Donc, il n'est pas nécessaire de tout comprendre pour tout utiliser. J'utilise les téléphones sans pour autant comprendre carrément tout son fonctionnement. Et la cinquième chose, c'est que les êtres humains sont vos plus grandes ressources. Que vous ayez besoin d'un boulot, que vous soyez chef d'entreprise et que vous avez besoin de certains accords, de certains contrats, ou encore que vous soyez mère ou père, je ne sais pas quelle que soit votre vocation. Finalement, vous le faites avec les gens. Les êtres humains sont vos plus grandes ressources. Et la sixième chose, c'est que le travail est un jeu. Vous ne devez pas prendre le travail comme si c'était une punition pour vous. Si vous devez faire des choses qui vous passionnent, c'est seulement comme ça que vous pourrez réussir. La septième chose, c'est qu'il n'y a pas de réussite durable sans engagement. Si vous ne vous décidez pas, si vous ne vous engagez pas sur une voie grecque, et que vous décidez à mettre tout en place pour pouvoir faire ce que vous devez faire, vous n'allez pas pouvoir réussir, désolé. Donc, c'était les 5 premières parties de ces livres. Donc, on va entamer les 5 suivantes. Donc, le sixième chapitre, c'est comment se mettre dans un état donné, ou encore comment maîtriser votre esprit, votre cerveau. En fait,
sachez que vous pouvez vous mettre dans n'importe quel état en prenant en compte vos modalités et vos sous-modalités. Je vais vous expliquer ces étapes précisément. On a tous 3 modalités, qui est visuel, auditif ou kinesthésique. On a en dessous de ces modalités aussi, on a des sous-modalités. Quand vous, dans votre cerveau, quand vous vous imaginez une image, il y a toujours la luminosité de l'image aussi, la taille de l'image. Et vous pouvez changer vos phobies et n'importe quoi dans votre vie grâce à cela. En fait, comment dire, si vous voulez changer un comportement, par exemple, imaginons que vous voulez arrêter de vous ronger les ongles. Imaginez-vous, je vais vous parler d'une méthode utilisée dans ce livre qui s'appelle la méthode de l'Inspire. C'est dans cette méthode-là, vous vous imaginez en train de vous ronger les ongles. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, vous devez finalement vous imaginer. Vous avez une image claire de cela, grande et tout. Vous devez former une image toute petite des comportements que vous voulez adopter maintenant. Vous voulez arrêter de vous ranger les ongles, bien tailler vos ongles, être propre et plein de confiance. Vous vous mettez une image claire de ça aussi, mais toute petite et noire et sombre. Juste à côté de l'image grande et tout ça. Et ce que vous allez faire, vous allez commencer à zoomer. En fait, vous allez prendre la petite image qui est là, la petite que vous souhaitez adopter, et puis vous allez l'agrandir tout en diminuant l'autre là. Et en même temps, vous allez augmenter la luminosité de cette image. Et vous faites ça tellement rapidement que vous devez faire ça très rapidement, en moins d'une seconde en fait. Vous devez faire ça. Et tout en faisant ça, vous prononcez le mot ouf. Voici je répète. Vous prenez le comportement que vous voulez changer, c'est-à-dire vous rongez les ongles, et vous le mettez en grand et bien lumineux. Et puis vous mettez le comportement que vous voulez adopter, c'est-à-dire arrêter de vous ronger les ongles, être propre, plein de confiance. Vous mettez ça et vous vous dissociez de cette image. Vous ne faites pas une image associée, c'est que vous voyez l'image comme si vous y étiez présent. Vous y étiez présent, c'est comme si vous faites votre action, vous sentiez tout, vous sentez comme si vous étiez là-bas. Et l'image dissociée, c'est comme si vous voyez un film de cela, comment ça se passe. Et c'est ce que vous devez faire avec le comportement que vous voulez adopter. Parce que c'est quelque chose de désirable. Vous ne devez pas faire comme si vous l'aviez acquis déjà. Donc, vous mettez cette image en petite format à côté de l'image que vous devez changer en grand format. Et cette image sombre et toute petite, vous devez l'agrandir en moins d'une seconde. Et vous devez augmenter sa luminosité. Et tout cela, quand vous faites ça, vous faites ouf. Donc, on essaie. Vous avez l'image là, grand, et cette là, toute petite. Vous faites comme ça, grand, et puis vous faites ouf. Vous l'agrandissez, vous augmentez sa luminosité, et puis vous faites ouf. Vous fermez les yeux, vous voyez l'image, celui-là grand et celui-là petit. Vous augmentez celui-là tout en diminuant l'autre là, et vous prononcez ouf. À chaque fois, et il est important et capital de faire ça très rapidement. Comme ça, votre cerveau va pouvoir déclencher à chaque fois que vous voudriez vous ranger les ongles, il va déclencher en fait l'image désirée. Vous devez répéter ça plusieurs fois. Et cette méthode s'appelle la méthode de coup de fouet. Donc, ça vous permet en fait de changer n'importe quel comportement que vous avez. Anthony Robbins nous a parlé dans son livre. Et c'est pourquoi il faut les lire, ces livres-là. Lisez-les. C'est un investissement très minime. C'est à 7 ou 8 euros, je pense. 8 euros, ouais, si je ne me trompe pas. Oui, c'est 8 euros 10. Donc, vous devez absolument lire ces livres-là. Et même si c'est assez épais, mais c'est quand même plein d'informations, plein de ressources. Il nous parle dans ses livres comment il a pu aider certaines personnes à guérir de certaines phobies et tout autre chose. Après, on va parler d'une méthode qui s'appelle la syntaxe du succès. Je vous ai tout de suite parlé des modalités, qu'on a 3 modalités
kinesthésique, visuel, auditif. On a des sous-modalités aussi. Et on a aussi des trucs comme quand tu es, pour déterminer votre propre syntaxe, pour vous motiver par exemple, pour vous motiver, vous deviez peut-être entendre quelque chose. Là, on dirait que vous êtes auditif externe. Et si vous deviez vous dire quelque chose, vous êtes auditif interne. Si vous deviez sentir quelque chose en vous, vous êtes kinesthésique interne. Si vous deviez sentir quelque chose extérieurement, vous êtes kinesthésique externe. Si vous deviez voir des choses externes, vous êtes visuel externe. Si vous deviez voir des choses internes, enfin, si vous devez vous représenter des choses, c'est que vous êtes visuel interne. Donc, en fait, pour connaître la syntaxe des choses, revenez à un moment où vous étiez tout simplement, si vous voulez par exemple commencer à être motivé pour faire quelque chose, revenez à un moment où vous étiez vraiment motivé et commencez à penser à ces moments précis. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Qu'est-ce qui s'est passé en première lieu? Si vous avez vu d'abord quelque chose, donc vous notez ça. Visuel externe. Puis, qu'est-ce qui est arrivé juste après? Vous vous êtes dit quelque chose. Auditif interne. Et ajoutez ça après visuel et externe. Et puis, faites comme si, faites toutes ces étapes-là. Ça vous permettra d'avoir le syntaxe de votre comportement, les syntaxes du succès ou alors les syntaxes de la réussite. Vous faites ça pour toute chose que vous voulez acquérir. Donc, en fait, tout ce qu'on vient d'apprendre tout de suite là nous permettra de découvrir le comportement, bien la stratégie d'une personne. Si vous voyez quelqu'un qui est tout le temps motivé, qui se réveille tôt alors que vous n'y arrivez pas, ou bien qui arrive à toujours séduire son mari, je ne sais pas quoi, qui arrive à bien s'entendre avec ses enfants alors que vous n'arrivez pas, eh bien, ce que vous devez faire, vous devez mettre cette personne en entière association pour savoir tout ce que cette personne fait. Par exemple, si vous voulez découvrir, je ne sais pas moi, la stratégie d'une personne qui sait cuisiner, enfin, mettez-la dans la cuisine, c'est l'entière association, c'est un exemple, c'est un métaphore. Ben, mettez une personne en entière association. Si par exemple, vous voulez savoir comment quelqu'un fait pour être motivé, vous lui demandez quand est-ce que vous vous rappelez d'une période où vous étiez entièrement motivé. S'il dit oui, vous répondez, pouvez-vous revenir précisément à ces moments précis. Après, vous lui dites, maintenant que vous êtes dans ces moments précis, pouvez-vous me dire qu'est-ce qui vous a d'abord motivé? Si cette personne, là en fait, qu'est-ce que vous faites? Après l'avoir mis dans un état d'entière association, vous essayez de déterminer la syntaxe de sa syntaxe de motivation, en fait. Donc, quand vous déterminerez tout ce qu'il faisait, qu'est-ce que vous faisiez d'abord? Vous vous disiez quelque chose? S'il dit il se disait quelque chose, non, il est auditif interne et après il voit des trucs ou bien il fait, vous notez tout ça étape par étape dans le bon ordre, c'est important. Et après, vous essayez de découvrir les sous-modalités de cette personne. Qu'est-ce que c'est que, on a tout de suite parlé des sous-modalités. Les sous-modalités, en fait, vous essayez de voir quand vous aviez vu un truc, ou bien quand vous disiez ces trucs, vous les disiez dans quel ton, à quel volume, à quelle vitesse, avec quel timbre. Donc, en fait, tous ces éléments-là vont vous permettre après, si vous voulez motiver cette personne, vous commencez par lui parler avec le même timbre, avec le même volume, avec le même rythme. Vous copiez exactement tout ce qu'il fallait en fait pour motiver cette personne. Et je vous garantis que si vous avez bien fait les choses, vous allez pouvoir motiver cette personne grâce à la connaissance de son syntaxe et puis des sous-modalités de cela. Donc, ça c'est le septième chapitre, ou bien la septième étape. Plutôt la huitième. Donc, la neuvième, c'est la physiologie. On a dit qu'en fait, pour se mettre dans un état donné, il fallait utiliser sa physiologie. Et la physiologie, elle est très importante. Si vous voulez faire quoi que ce soit dans votre vie, vous devez pouvoir utiliser votre physiologie.
Utilisez la physiologie, imitez la physiologie d'une personne, d'un modèle que vous avez, et vous allez pouvoir ressentir une grande partie de ce que cette personne ressent. Et si vous voulez être confiant, déjà commencez à prendre la physiologie pendant laquelle vous êtes confiant. Si vous voulez être motivé, prenez la physiologie que vous avez quand vous êtes motivé d'habitude. Donc notre physiologie est très importante. C'est quelque chose à prendre considérablement en compte. Donc on va arriver à un chapitre qui est très important, qui est le chapitre de l'énergie. L'énergie est très importante. Si vous avez toutes ces connaissances-là, si vous n'avez pas l'énergie nécessaire pour les exploiter, eh bien, vous souffrez. Donc, en fait, concernant l'énergie, on va déjà prendre il y a 7 principes à se rappeler toujours concernant l'énergie. Le premier principe, c'est en fait la respiration, savoir respirer. Les gens ne savent pas respirer. Vous devez respirer en fait avec le bas de votre ventre. Vous gonflez un peu votre ventre et puis pour respirer, vous faites en gonflant votre ventre. Pas en faisant comme ça, en élevant votre poitrine, mais plutôt en gonflant votre ventre, ok? Donc, vous devez faire ça. Et la deuxième chose, c'est qu'on doit inspirer en un temps et bloquer cette respiration en 4 temps et expirer en 2 temps. Exemple, vous inspirez pendant 7 secondes, vous bloquez votre respiration pendant 28 secondes et vous expirez pendant 14 secondes. Ça, c'est quelque chose qui va vous permettre d'oxygéner, de très bien oxygéner votre organisme. Vous pouvez faire une autre chose aussi pour l'oxygénation et pour favoriser aussi la respiration, c'est de l'activité physique. En fait, c'est vrai, vous pouvez faire la course, la natation, beaucoup d'activités sportives est bien, mais il y a une activité que vous pourriez faire n'importe quand chez vous. C'est par exemple le trampoline. Moi-même, j'ai acheté un trampoline. Ça ne coûte pas du tout cher. Hein. Vous achetez un mini trampoline et puis vous sautez là-dessus. Ça permettra en fait d'oxygéner votre corps sans pour autant mettre une certaine pression musculaire sur votre corps que la course pourrait faire. Ou alors, voilà quoi, s'il fait froid, vous ne pourrez pas faire forcément de la natation. Donc, ça, c'est quelque chose d'hyper important aussi. La deuxième chose après la respiration, c'est le pourcentage d'eau contenu dans chaque élément que vous mangez. En fait, 70% de la terre est constituée d'eau. 70% de votre corps, de votre organisme est constitué d'eau. Votre alimentation doit constituer en 70% d'eau. Et l'eau est contenue dans quoi? Dans les fruits, dans les légumes, dans les céréales germées. Donc, ce sont les 4 éléments qui contiennent le plus d'eau. Donc, vous devez vous assurer à chaque repas d'avoir de la salade là-dedans. À chaque, vous prenez comme coupe-faim des fruits. C'est très, très important pour votre santé. Donc, après ça, la troisième chose, c'est la loi de la combinaison des aliments. Sachez que certains aliments ne se combinent pas. Comme par exemple, en fait, les amidons et les protéines ne doivent pas être combinés parce que les amidons exigent un milieu basique pour être digérés, les protéines un milieu acide pour être digérés. Donc, si vous mélangez les deux, je ne sais pas si vous avez fait un peu de chimie, mais acide plus base donne donne le neutre. Donc, ça va créer un état neutre qui ne va pas permettre en fait votre organisme de pouvoir en fait digérer ni l'un ni l'autre. Donc finalement, votre organisme va prendre plus de temps et plus d'énergie pour la digestion qu'il ne devrait. Et cette énergie sera perdue alors que vous pourriez l'utiliser pour vos projets et vos objectifs. Donc, en même temps, la salade peut être combinée avec n'importe quel aliment. Puis, sachez que vous devez boire de l'eau avant de manger. Vous ne devez pas boire de l'eau pendant et juste après de manger.
Donc, je ne pourrais pas vous expliquer tout ça, sinon la vidéo va être énormément longue. Mais sachez que vous n'avez pas besoin de tout comprendre pour tout utiliser. Et si vous vouliez absolument beaucoup d'explications là-dessus, laissez-moi un commentaire juste en dessous de cette vidéo. Ou alors posez-moi vos questions, j'essaierai de répondre sur une autre vidéo, ou alors je vous répondrai en commentaire aussi. La cinquième chose, c'est la loi de la loi de la sous-alimentation ou encore de l'alimentation contrôlée. En fait, un docteur a fait des études sur les rats. Enfin, il a pris 3 groupes de rats, de 25 000 rats si je ne me trompe pas, et il a donné au premier groupe de rats, enfin, ces premiers groupes de rats pouvaient manger tout ce qu'ils voulaient. Le second groupe de rats pouvait devait manger la moitié de tout ce qu'il mangeait avant. Et le troisième groupe pouvait manger tout ce qu'il pouvait manger, mais pour la proportion en protéines avait été diminuée de la moitié. Donc, finalement, ce docteur, après 810 jours, c'est rare, il ne restait plus, dans le premier groupe, il ne restait plus que 13% contre 97% dans le deuxième groupe et 50% dans le troisième groupe étaient toujours vivants dans le groupe dans ces groupes de rats. En fait, ce qu'il faut comprendre là-bas, ça nous amène à une seule conclusion, c'est que ceux dont la nourriture avait été diminuée de moitié vivaient plus que les autres, vivaient plus longtemps que les autres. Donc, ce docteur a dit, après ses expériences, il en a fait énormément d'autres, il a dit que la sous-alimentation reste la seule manière de pouvoir contrôler, en fait, de pouvoir ralentir le processus de vieillissement des animaux qui ont des animaux qui ont le sang chaud. Les animaux qui ont le sang chaud, l'homme fait partie de ces animaux-là. Donc, eh bien, la sous-alimentation, vous voulez vivre pendant très longtemps encore, essayez de manger peu. Ne vous engouffrez pas de beaucoup trop de choses parce que votre organisme va en souffrir. Finalement, c'est à lui de gérer tout ça. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis musulmane. Par exemple, demain, le mois de Ramadan commence pour les musulmans. Et en fait, durant ce mois, pendant toute la journée, vous ne devez pas manger. Et finalement, ça s'explique en fait. Le fait de ne pas pouvoir manger comme ça, c'est vrai que ça nous permet aux autres, aux musulmans par exemple, de se mettre dans la peau des pauvres, à ceux qui sont riches de se mettre dans la peau des pauvres et de sentir la faim et tout ça. Mais après, c'est quelque chose qui les aide eux aussi, parce que leur organisme va pouvoir se reposer finalement. Donc, ça, c'est le troisième chose à connaître. La quatrième chose, non, ça c'est la quatrième chose, la cinquième chose, c'est la consommation appropriée des fruits. En fait, les fruits doivent être mangés l'estomac vide. En fait, c'est ça le souci en fait. Les fruits sont faits pour traverser tout simplement l'estomac car ils sont digérés dans l'intestin grêle. Si vous mangez comment dirais-je, je sais pas, de pommes de terre, voilà, de viande et tout ça, et que les fruits se retrouvent coincés dans votre estomac pendant plus de 3 heures, c'est sûr que ça ne va pas vous apporter ce que ça devait vous apporter à la base. Donc, il faut savoir manger les fruits au bon moment. Et encore une fois, tout ce que je vous dis, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole, mais vous n'êtes pas obligé d'être des pessimistes négatifs, quoi. Donc, essayez de tester les choses, testez tout ce que je vous dis, testez-le pendant 10 jours ou 2 semaines. Et après, si ça ne marche pas, si vous pensez que je dis du n'importe quoi, ou bien que ces gars disent du n'importe quoi, eh bien, revenez, rien ne vous empêche de revenir à vos anciennes habitudes. Donc, testez tout ce qu'on vous dit et vous verrez les résultats par vous-même. La sixième chose, c'est le mythe des protéines. En fait, les protéines, bon, c'est quelque chose d'assez complexe, mais sachez que vous n'avez pas besoin de tant de protéines qu'on essaye de vous le faire
comprendre. Si vous avez besoin de beaucoup d'explications là-dessus, je ferai beaucoup de vidéos là-dessus. Mais quand même, sachez que vous ne devez pas manger autant de protéines que vous en mangez. Et si vous dites, par exemple, que je prends beaucoup de lait pour avoir beaucoup de calcium, en fait, ces calciums, vous pouvez les avoir dans le pain intégral ou bien dans les fanais des navets. Si vous prenez de la viande, en fait, pour avoir de la force et tout ça, sachez que, je ne sais pas pour vous, mais les culturistes, ils ne sont pas les plus fortes les plus forts du monde. On le sait tous, par exemple, le girafe, l'éléphant ou bien le gorille, qui sont des animaux très forts. Ils sont des végétariens. Je ne vous demande pas d'être végétarien, mais réduisez réduisez votre quantité de viande que vous prenez, quoi. Essayez de prendre plus de poisson à la place parce que l'organisme souffre énormément et il perd énormément d'énergie en faisant cela. Votre but, c'est de pouvoir utiliser votre énergie dans vos projets. Ne les perdez pas lamentablement comme ça dans la digestion. Donc, ça, c'est très important. La septième chose, c'est de réduire votre dépendance vis-à-vis alors, des vitamines et autres compléments alimentaires. Donc, essayez de réduire au maximum votre dépendance à la vitamine. Vous n'avez pas besoin des vitamines. Votre organisme n'a besoin que de trois choses pour pouvoir survivre. Des glucoses, ça c'est en général dans les fruits, puis les légumes et les céréales germées. Il a ensuite besoin de l'amidon pour rester quand même. Donc l'amidon, ça c'est contenu dans d'autres aliments, on les connaît tous, des pommes de terre par exemple, des riz, tout ça. Et d'un tout petit peu de graisse. Il a besoin surtout des glucoses, d'un tout petit peu d'amidon et de très peu de graisse. Donc les protéines, ça ne se justifie pas, ces compléments d'aliments aussi, ça ne se justifie pas. Mais après, je ne vais pas être le médecin, mais quand même, essayez de tester tout ce qu'on vous dit et vous voyez après les résultats, si ça change quelque chose dans votre vie. Et si vous décidez de tester, sachez que vous pouviez, votre organisme aura besoin de, enfin, vous auriez fourni tout ce dont votre organisme a besoin pour en fait évacuer les saletés qu'il a accumulées depuis des années. Si si vous avez un mauvais comportement, une mauvaise hygiène nutritionnelle, sachez que vous pouvez avoir des légers maux de tête ou bien, enfin, parce que votre organisme va tout à coup essayer d'éliminer tous les déchets qu'il avait accumulés depuis des années. Donc, c'est très important. Si vous avez ces petits malaises, sachez que c'est normal. Et c'est très bon signe même. Alors, maintenant, on va apprendre enfin, on va essayer de définir nos objectifs clairement. En fait, il y a 5 règles de base. Qu'est-ce que vous attendez de la vie déjà? Il y a 5 règles de base pour définir vos objectifs. 1. Vous devez définir vos objectifs en des termes positifs. C'est très important. Et puis, vous devez, 2, faire une description sensorielle de votre objectif, c'est-à-dire vous devez carrément ressentir ce que vous ressentirez, les sons que vous entendrez, tout ce que vous voyez et vous verrez là-bas. Vous devez faire une description carrément sensorielle de vos objectifs. 3, vous devez garder en main ces objectifs-là, c'est-à-dire que vous devez être entièrement responsable de leur réalisation. 3, vous devez vous donner, 4 plutôt, vous devez vous donner un moyen de faire le point, de savoir quand est-ce que vous êtes en train de réussir ou quand est-ce que vous êtes en train d'échouer. Vous devez connaître quand est-ce que ça réussit, quand est-ce que ça ne réussit pas. Donnez-vous un moyen de faire le point. Cinquièmement, c'est en fait votre objectif doit être écologiquement sain. Si vous voulez vous mettre dans le trafic des drogues, je pense que même si vous réussissez, vous allez finalement avoir vous n'allez pas être à 100% heureux. Donc maintenant, avec ça, avec les règles là, on va pouvoir créer une réalité mentale et puis extérioriser cette réalité. Là, pour faire ça, on aura besoin de 12 étapes. J'espère que depuis là, vous prenez des notes. Hein. Voici les 12 étapes que vous devez mettre en place pour pouvoir en fait
créer une réalité mentale et extérioriser cette réalité, la transformer en réalité. Donc, en fait, vous allez faire, la première des choses, c'est que vous allez faire l'inventaire de tout ce que vous voulez avoir, être, faire, posséder, partager avec les autres. Donc, faites l'inventaire de tout ça. Après avoir fait l'inventaire de tout ce que vous voulez être, faire, avoir ou donner, vous allez faire une deuxième chose, c'est que vous allez estimer le temps qu'il vous faudra pour réaliser chacun de ces objectifs. Quand vous ferez ça, la troisième chose, c'est que vous allez prendre les 4 objectifs pour l'année prochaine. Pour l'année, enfin, si c'est à la fin de l'année, oui. Mais si on est à la moitié de l'année, bah, pour l'année déjà en cours. Et puis, la quatrième chose, vous allez passer en revue, enfin, à la lumière de toutes les règles qu'on vient de voir, c'est ces 4 objectifs. C'est-à-dire, vous devez vérifier que chaque objectif est défini de manière positive, qu'elle est écologiquement saine, qu'elle dépend de vous et que voilà quoi, vous devez vous mettre ces 5 règles à votre profit. Vous devez faire une description sensorielle, vous devez vous donner un moyen de faire le point pour chacun de ces objectifs. Et après ça, vous allez établir toutes les ressources dont vous disposez pour pouvoir réaliser ces objectifs. Est-ce que vous avez de l'argent, du temps, de l'énergie, vous avez des gens que vous connaissez, vous avez du matériel, toutes les ressources dont vous disposez, faites, mettez tout ça. Et puis, après, pensez à un moment où vous avez le mieux utilisé chacun de ces ressources-là. Et puis après, vous allez décrire le type de personne que vous devez devenir pour pouvoir réaliser ces objectifs. Et après ça, vous allez en quelques paragraphes décrire ce qui vous empêche actuellement de réaliser ces objectifs-là. Et quand vous ferez ça en 9e lieu, vous allez faire en sorte en fait de repenser à ces 4 objectifs-là que vous avez et vous allez déterminer la stratégie à adopter pour réaliser ces objectifs. C'est-à-dire, vous allez vous allez donner à chaque objectif, étape par étape, tout ce que vous devez faire pour réaliser ces objectifs. Après ça, la 10e chose, c'est de vous donner des modèles de réussite. Par exemple, si vous voulez, je ne sais pas moi, devenir un grand entrepreneur, donnez-vous un modèle, quelqu'un qui est un grand entrepreneur, considérez-le comme votre modèle. Et après, décrivez votre journée idéale, des journées type qui vous enthousiasment. Après, commencez à imaginer cette journée. Puis, en 12e lieu, décrivez votre environnement idéal. Et si vous faites tout ça, je vous assure, n'écoutez pas ça et en vous contentant de juste écouter. Faites les choses, appliquez les choses et je vous assure que vous allez avoir des résultats. Ce gars, il sait de quoi il parle. Donc, faites-lui confiance et vous allez pouvoir changer votre vie grâce à ça. Donc, quand on fait ça, on va parler en 12e étape du modèle de précision, du pouvoir de la précision carrément. C'est fou de voir le nombre la façon dont les gens sont flous, la façon dont les gens sont ambigus dans les demandes qu'ils font et tout. Donc, il faut savoir être précis. Comment être précis? Il y a 5 règles de base. 1. Vous devez, comment vous pouvez acquérir déjà, comment faire que vos demandes aboutissent, ce que vous voulez demander, comment faire en sorte que ça se réalise, que vous obteniez ce que vous voulez avoir. 1. Il faut demander les choses de manière précise et détaillée. On va parler de ça tout de suite. 2. Il faut demander à quelqu'un en fait qui peut vous aider. Si vous cherchez une augmentation et que vous le demandez à juste votre supérieur et que c'est lui, son supérieur à lui, qui devrait vous l'accorder, eh bien, vous ne tapez pas à la bonne porte. Donc, il faut savoir demander les choses
ou à la bonne personne, à la personne qui doit pouvoir vous aider. Et puis, il faut donner l'impression à celui à qui vous demandez quelque chose, l'impression que vous pouvez lui apporter quelque chose. Ne vous sous-estimez pas. Peut-être il a de l'argent, mais peut-être qu'il n'a pas de temps, lui. Peut-être qu'il n'a pas d'énergie. Peut-être qu'il n'a pas votre vitalité, votre dynamisme. Ou bien peut-être qu'il manque de certaines compétences. Sachez que vous pouvez toujours donner quelque chose à quelqu'un. OK? Après, pour convaincre quelqu'un, il faut que vous vous montriez convaincu. Si vous partez, oh, je ne sais pas trop, ça ne marchera pas. Montrez-vous convaincu et vous allez convaincre les gens. Après, la cinquième chose, c'est que vous devez demander jusqu'à ce que vous obteniez ce que vous voulez. C'est important. Parce que si vous demandez une fois et qu'on vous dit non et que vous dites, oh non, ça ne marche pas, ben, ça ne marche pas. Vous devez demander jusqu'à obtenir ce que vous voulez. Et vous pouvez obtenir ce que vous voulez si vous persévérez. Voici la clé. La persévérance pointe son nez vilain, mais elle nous aide à réussir quand même. Après, donc, on a parlé de précision. Je voulais vous parler de comment être précis et détailler bien les choses. En fait, il ne faut pas déjà généraliser les choses. Il faut bannir de votre dictionnaire. Ils sont tous, par exemple, quand vous dites tous les enfants de maintenant sont mal éduqués. C'est faux ça. Si vous dites il ne me satisfait jamais, c'est faux. Ne dites pas tous et jamais. Ce sont des universaux, ne généralisez jamais. Après, quand quelqu'un vous dit trop, ou bien quand vous avez envie de dire quelque chose, quand vous dites que quelque chose est trop, ou bien que c'est trop cher, il faut à chaque fois vous poser la question, comparé à quoi? Il faut toujours être précis, ne dites pas des choses vagues comme ça. Vous dites, un ordinateur est trop cher. Euh, Comparé à quoi? Bah, ce machin peut permettre à votre enfant d'acquérir énormément de connaissances. Donc, c'est très important, c'est pas trop cher. Donc, à part ça aussi, si vous vous dites je dois faire ceci, je devrais faire cela, demandez-vous en fait qu'est-ce qui m'empêche de faire ceci ou bien qu'est-ce qui me pousse à le faire. Ce sont des phrases très importantes qui vous permettront d'être vraiment précis. Et puis, posez-vous à chaque fois la question, quand vous avez une verbe qui vous tâtonne dans l'esprit, comment devrais-je faire précisément? Et si, enfin, tu dis par exemple à quelqu'un, on ne m'accorde jamais de promotion, mais c'est qui doit t'apporter? Donc, donnez toujours un nom précis. Donc, la question qui, quoi, comment précisément, pour qu'est-ce qui t'en empêche, qu'est-ce que tu devrais faire, des trucs comme ça peuvent vraiment vous aider. Et puis comparer à quoi. Donc, ce sont des choses, ce sont des outils puissants que vous devez utiliser à chaque fois dans vos discussions pour être précis. OK? Cette fois-ci, on va parler de quelque chose de très important qui est la sympathie, la magie de la sympathie. Vous êtes d'accord avec moi que quand quelqu'un vous trouve sympathique, il est très facile d'avoir ce que vous voulez avec cette personne-là, n'est-ce pas? Donc, en tant qu'entrepreneur, on doit utiliser toutes les méthodes dont nous disposons pour pouvoir avoir ce que nous voulons, que ce soit entrepreneur, quand vous avez un objectif précis ou un truc comme ça, vous devez utiliser tout ce dont vous avez, toutes les ressources dont vous avez besoin pour pouvoir atteindre ça. Donc la sympathie, en fait, avec ces simples techniques, vous allez pouvoir apprendre, vous allez pouvoir n'importe qui va pouvoir vous trouver sympathique. C'est un truc très simple, ça s'appelle l'effet miroir. Est-ce que c'est que l'effet miroir? C'est qu'en fait, quand quelqu'un est en face de vous et qu'il parle rapidement, essayez de parler rapidement. Prenez les mains, s'il croise les jambes, croisez les jambes. S'il tape la table, tapez la table. En fait, il va vous trouver finalement très intelligent. Parce que les gens pensent que c'est eux les plus intelligents à chaque fois. Et quand vous faites exactement ce qu'ils font, eh bien, il va vous trouver intelligent, il va vous trouver sympathique après. Donc, vous devez absolument suivre quelqu'un. Si une personne est en colère contre vous, par exemple, et que vous voulez finalement avoir sa sympathie, s'il vous parle rapidement, vite, vite, parlez-lui rapidement. Si vous parlez avec un certain ton de voix, augmentez votre ton de voix aussi. Prenez exactement la posture qu'il a, le timbre, la façon de se tenir, les termes qu'ils utilisent, les mots qu'ils utilisent.
Prenez tout, absolument. Faites l'effet de miroir. Et c'est magique, ça marche à chaque fois, je vous assure. J'en ai fait l'expérience et je sais que ça marche. Donc, après, si vous me dites que c'est de la manipulation, ouais. Sauf que, par exemple, quand vous mettez du parfum, c'est de la manipulation aussi. Toute chose. Enfin, vous devez utiliser ces trucs dans un but écologiquement sain. On en a déjà parlé, mais quand même, c'est chacun fait ce qu'il veut avec comme quoi. Donc, la deuxième chose, c'est que en fait, en suivant la personne, par exemple, il vous parle vite, vous faites les mêmes choses pendant quelques temps, peut-être pendant 5 minutes comme ça, vous faites exactement comme lui. Vous allez pouvoir conduire finalement cette personne. Vous allez par exemple commencer à diminuer votre rythme de conversation. Vous allez voir que cette personne aussi va commencer à diminuer son rythme de conversation. Vous allez commencer à diminuer votre voix. Vous allez voir que lui aussi va diminuer le volume de sa voix. Donc, c'est exactement ça. Ça s'appelle suivre et conduire. Vous devez suivre les gens au début pour pouvoir après conduire ces personnes-là. Et n'importe qui vous trouvera sympathique dans ce genre de cas. Surtout, ayez un bon dentifrice et tout, avoir un joli sourire, quoi. Ça le fait. Donc, ça, c'est pour la magie de la sympathie. C'est très important. Il y a un autre outil très puissant aussi qui s'appelle les métaprogrammes d'une personne. Pour découvrir par exemple les métaprogrammes, bon déjà un métaprogramme c'est la façon dont nous filtrons les informations et c'est très important de découvrir les métaprogrammes des gens qui sont en face avec vous. Donc vous devez essayer de voir comment ces personnes filtrent les informations. Par exemple, quand vous parlez à ces personnes, est-ce qu'ils vous écoutent ou bien ils ont l'air complètement ailleurs? Il y a des gens qui sont des gens du style, ils prévaut la nécessité aux possibilités qu'ils peuvent avoir. Par exemple, ils pensent que, ils doivent avoir, ils pensent juste au strict nécessaire et après, les possibilités, il y en a d'autres qui sont plus attirés par les possibilités. Ils filtrent les informations. S'il n'y a pas d'ouverture et de possibilités dans certaines choses, ils n'y sont pas. Par exemple, vous allez voir par exemple un employé qui sera plus passionné par le fait voilà, de pouvoir faire certaines choses dans ce boulot. Ça s'appelle quelqu'un qui est enthousiasmé par la possibilité. D'autres qui sont par exemple des associataires et d'autres des différenciataires. Je vais vous expliquer ça. Un associataire, c'est quelqu'un qui dit toujours, par exemple, on est tous des mêmes, on est tous des, je sais pas, des êtres humains. Ben, les différenciataires vont dire, par exemple, ah non, toi t'es un homme, toi t'es une femme, toi t'es jeune, toi t'es un vieux, toi t'es... Donc, vous voyez un peu la différence, c'est la manière dont nous filtrons les informations. Donc, vous devez carrément connaître la manière dont les gens dans votre entourage filtrent leurs informations. Pour le savoir, c'est très simple. Vous pouvez leur poser des questions ultra simples, comme du style, qu'est-ce que vous voulez dans une maison, dans une voiture, dans une relation, par exemple. Si la personne vous écoute, vous savez que, voilà, vous connaissez quand même que déjà, il accorde de l'importance à cela. S'ils s'en fout carrément, alors là, mais quand même, vous devez poser, changer les questions à chaque fois pour obtenir finalement des indices, des indicateurs du métaprogramme, de la façon dont il filtre les informations. Par exemple, quand vous dites, demandez par exemple, quand vous voulez recruter une personne, je ne sais pas, vous êtes entrepreneur, pour pouvoir recruter une personne, vous pouvez lui demander qu'est-ce qu'il veut dans un boulot. Si c'est par exemple les possibilités qui lui sont ouvertes, ou bien la stabilité qu'il peut avoir, ou bien le fait d'intégrer une équipe qu'il veut. Tout ça, c'est la façon dont ce sont ces métaprogrammes. Et c'est très important d'avoir ça. Et sachez que vous aussi, vous avez des métaprogrammes. Pour connaître vos métaprogrammes, identifier les choses que vous éliminez carrément. Il ne vous est jamais arrivé de communiquer avec quelqu'un ou bien d'écouter quelque chose avec quelqu'un d'autre juste à côté. Et à la fin, cette personne vous dit que, voilà, dans ce que vous écoutiez tout de suite, quelqu'un a dit cette phrase, ou bien ces termes ont été utilisés, alors que vous n'avez pas entendu ça. Ça vous est jamais arrivé, moi aussi.
Ça voudrait, là, en fait, c'est vos métaprogrammes qui ont filtré, ils ont filtré les informations. Ils pensent que vous avez besoin de ceci et ceux-là, vous n'en voulez pas et puis ils les jettent. Donc, en fait, c'est très important. Donc, si vous voulez, par exemple, changer vos métaprogrammes, identifier les choses sur lesquelles que vous éliminez d'habitude et essayez de vous focaliser là-dessus. Et les choses sur lesquelles vous focalisiez avant, essayez de les éliminer. Alors, vous pouvez tout simplement décider de changer vos métaprogrammes. Et ils sont installés depuis notre enfance. Des fois, si nos parents ont l'habitude d'essayer d'éviter les choses, nos métaprogrammes seront peut-être, si on les imite, parce que ce sont les premiers modèles que nous avons, notre stratégie à nous aussi, nos métaprogrammes aussi seront du style éviter les choses. Quoi. Donc, à part les métaprogrammes, on va attaquer un sujet très intéressant aussi, qui est le fait de venir à bout des résistances et d'obtenir ce que nous voulons. En fait, il est très important dans votre langage d'éliminer les termes mais. Le mais, c'est quelque chose qui inhibe tout ce que vous avez fait, qui supprime tout quoi. Donc, éliminez ces trucs, le mais là, et changez les, mettez et à la place. Par exemple, il y a un outil puissant de la communication qui s'appelle la structure d'entente. Cette structure d'entente permet en fait aux entrepreneurs, à n'importe qui, hein, de pouvoir finalement obtenir comment dirais-je, la compréhension des gens et puis de faire en sorte que les résistances ne s'élèvent pas contre lui. Donc, si quelqu'un parle de quelque chose, dites toujours, je comprends votre point de vue et puis vous essayez d'argumenter. C'est vrai, bien, je respecte votre point de vue, puis vous donnez ce que vous voulez, mais je respecte votre point de vue, je comprends, et j'avoue que c'est comme ci, comme ça. Donc, je reconnais que c'est pas facile, par exemple, de faire ceci. Voilà, vous exprimez votre point de vue sans pour autant supprimer, essayez de carrément démolir celui de votre interlocuteur là. Si vous faites ça, vous élevez les résistances contre vous et vous êtes justement à l'opposé de la sympathie. Et vous avez besoin de la sympathie des gens pour réussir ce que vous voulez dans cette vie-là. Après ça, on va attaquer un sujet hyper important, c'est l'art de restructurer les schémas. Donc, en fait, les schémas, c'est une façon dont une personne peut être, par exemple, déjà, si votre ami vient chez vous et essaye de vous parler de tous ses malheurs, essayez d'apporter un peu d'humour. Ou bien si quelqu'un est énervé contre vous, essayez d'y apporter de l'humour déjà. Et puis, ou alors, si quelqu'un vous critique, par exemple, essayez de l'ignorer carrément. Donc, ce sont des choses qui brisent les schémas des gens. Vous pouvez aussi restructurer les schémas. C'est très important. Comment vous pouvez faire ça? Un schéma, par exemple, c'est quand, par exemple, je ne sais pas moi, quelque chose d'apparemment négatif, d'apparemment mauvais, vous êtes arrivé. Comment vous pouvez faire, en fait, pour tourner les choses en votre faveur? Euh, Si, par exemple, je ne sais pas moi, vous êtes en chômage, par exemple, je sais pas, c'est quelque chose d'apparemment négatif, mais vous pouvez faire en sorte de tourner ça carrément en votre faveur, de faire en sorte que ça soit une chose très positive pour vous. Ça s'appelle restructurer les schémas. C'est quelque chose d'apparemment négatif, mais qui peut être positif pour vous dans certains contextes ou alors même dans le contenu. Dans le contenu, par exemple, si votre enfant parle trop, vous pouvez dire, ouais, mon enfant, il parle trop. Mais c'est peut-être parce qu'il est intelligent, parce qu'il a beaucoup de choses à dire. Donc, vous voyez les choses, vous pouvez toujours restructurer les choses. Comment vous pouvez, il y a trop, 5 étapes pour faire ça. Je vais vous expliquer tout de suite ces 5 étapes. Donc, on va prendre exactement l'exemple de quelqu'un qui est boulimique,
qui mange beaucoup trop. Il doit déjà prendre, premièrement, identifier ce qui le pousse à faire ça. Peut-être que quand il se sent trop seul, il a envie de manger. Déjà, il doit prendre, enfin, identifier ce qui le fait faire ça. Et puis après cela, il doit... Alors, vous devez comprendre en fait c'est ceci. Et après, vous devez pouvoir mettre en place un signal qui vous permet de savoir en fait quand est-ce que... Prenons un exemple plus concret. En fait, votre femme ne, enfin, vous aimez cuisiner et votre femme n'a pas apprécié, par exemple, votre cuisine. Elle ne vous a pas dit que c'était bon. Elle est restée bouche bée. Donc, vous devez essayer de restructurer ça. Au lieu de vous dire que, par exemple, c'est ma femme ne parle pas, n'a pas apprécié je sais qu'elle n'a pas apprécié ma nourriture. Essayez de restructurer ces schémas et de le mettre dans un contexte plus positif ou alors d'exprimer ce contenu plus positif avec ces différentes étapes-là. Par exemple, votre but à vous, c'est de pouvoir essayer de vous dire, par exemple, si votre femme ne parle pas, c'est peut-être parce qu'elle a trop apprécié exactement la nourriture. Votre but à vous, en fait, c'est de vous sentir bien au lieu de vous sentir déprimé, alors que peut-être ce n'est même pas ça que votre femme pense réellement. Donc, c'est très important. Et la troisième chose, en fait, c'est... Et après, vous devez essayer d'identifier des bénéfices secondaires, de, trouver une bénéfice secondaire à ce truc. Par exemple, vous êtes en découverte, essayez de trouver un bénéfice secondaire. C'est pas facile, mais vous devez essayer de travailler votre neurone. Après avoir trouvé un bénéfice secondaire, faites travailler votre esprit avec, avec la partie qui vous a généré ces comportements-là. Et si par exemple c'est de l'énervement, essayez de faire travailler votre esprit avec votre esprit créatif, avec votre cœur qui vous a fait vous énerver et trouver 3 bénéfices secondaires à cela, ok? Et après, essayez de voir, vérifier en fait si tout votre corps est d'accord avec le fait que, par exemple, si votre femme n'a pas agi, enfin n'a pas parlé, c'est qu'en fait, elle a trop apprécié ça, peut-être qu'elle dégustait ça, carrément. Faites évaluer ça et puis assurez-vous que tout votre corps, tout votre esprit, tout votre moi soit en relation avec ça, soit d'accord avec ça. Et après, la cinquième chose, c'est que vous devez actualiser votre partie responsable de ce comportement. Par exemple, votre cœur qui vous a fait que vous êtes énervé ou bien votre esprit, je ne sais pas moi. Mais quand même, faites en sorte que lui, il actualise cela de telle manière qu'il vous permet de vous dire en fait que c'est bon. J'ai compris, quand elle ne parle pas, c'est qu'elle a trop apprécié. Et testez ça. Et essayez de sortir de la pièce et rentrer. Vous voyez, même si vous ne la voyez pas en train de parler, sentez-vous bien à l'idée de cela. C'est qu'elle est en train d'apprécier. Ça s'appelle restructurer un schéma. Au lieu de vous déprimer, de vous énerver, alors que elle n'a même rien dit pour le moment. Même si elle avait dit quelque chose, restructurer le schéma, ok? Pour vous sentir bien. S'énerver, ça vous éloigne de vos buts, de vos objectifs. Mais alors que vous mettre dans un état bon, productif et tout ça, vous avancez vers vos objectifs, vers vos buts, ok? Après, on va parler dans la restructuration. Par exemple, pour quelqu'un qui veut arrêter de fumer, c'est très important de pouvoir restructurer son schéma. C'est très, très important. Parce que si vous lui dites de tout simplement arrêter de fumer, si vous essayez de... Si derrière les bénéfices que cette personne reçoit du fait de fumer la cigarette, il n'arrive pas à les recevoir avec le comportement que vous voulez lui faire adopter, eh bien, cette personne va probablement retomber de haut. Donc, c'est très important de pouvoir les structurer bien les choses. On va parler de
en quelques étapes comment on peut faire cela, ok? Donc, la première chose consiste à identifier le comportement que vous voulez transformer, par exemple. Je dirais, moi, je sais pas moi, arrêtez de fumer, comme on l'avait pris en exemple. Puis, vous devez vous mettre en relation avec la partie de votre cerveau qui vous pousse à faire cela, qui génère ces comportements compréhensibles, mais qui n'est pas désirable. Par exemple, vous, vous sentez que vous en avez besoin, je sais pas moi, vous sentez que ça va vous apporter plus de plaisir, je sais pas, plus d'énergie, je sais pas trop ce que ça apporte, mais quand même vous sentez ce que ça va vous apporter. Vous vous mettez en relation avec le parti de votre cerveau qui génère cela, ok? Donc, maintenant, vous séparez l'intention du comportement. En fait, si vous fumez la cigarette, par exemple, vous allez vous dire, enfin, euh, comment je peux, par exemple, changer cela, par exemple. Donc, en fait, pour séparer l'intention et le comportement, peut-être fumez-vous pour vous sentir détendu, fumez-vous pour vous réveiller le corps, fumez-vous pour vous sentir peut-être en sécurité, je ne sais pas moi. Donc, c'est l'intention que votre cerveau veut, en fin de compte. Ou bien peut-être vous sentir cool, hein, je ne sais pas. Donc, vous devez séparer ces deux choses. Vous sentir cool ou bien vous sentir détendu ne veut pas dire fumer. Donc après ça, vous devez chercher 3 comportements alternatifs qui pourront vous permettre soit de vous sentir cool, soit de vous sentir détendu ou bien en sécurité. Je sais pas moi, peut-être, je sais pas, aller faire du sport, aller, je sais pas moi, vous inscrire dans d'autres choses, des trucs vraiment alternatifs et qui sont positifs, qui vont vous permettre d'aller vers les idéaux que vous voulez atteindre, ok? Donc, quand vous ferez cela, ça c'est la 3e étape, plutôt la 4e étape. Et après ça, en fait, après avoir pris une intention, après avoir créé des comportements alternatifs, essayer de faire essayer de déjà faire accepter cela à la partie de votre corps ou bien de votre esprit qui fait que vous vouliez fumer à chaque fois. Donc, comment cela consiste? Essayez de vous représenter en fait en train de peut-être, je sais pas moi, aller au sport, je sais pas, pour vous réveiller le corps, ou alors aller faire des trucs hyper cool quoi, pour vous sentir cool, qui sont vraiment, mais par contre, sains pour vous. Essayez de faire accepter ça à votre corps. Et après cela, essayez de faire une vérification écologique, un test écologique pour savoir si tout votre corps vous aide à accomplir cela, à aller vers cet idéal. Et c'est très, très important, ok? Donc, si vous suivez exactement tout ce que je viens de vous dire, vous allez pouvoir restructurer n'importe quel schéma. Réécoutez la vidéo s'il le faut, mais vous allez pouvoir restructurer n'importe quel schéma et pouvoir atteindre ce que vous voulez, ok? Pouvoir voir le côté positif dans n'importe quel schéma apparemment négatif, ok? Là, on arrive à une étape, à quelque chose de très important qui s'appelle la création des points d'ancrage. Qu'est-ce que c'est qu'un point d'ancrage? Par exemple, je ne sais pas, si vous êtes aux États-Unis, si on vous dit soif d'aujourd'hui, vous allez dire Coca-Cola. Enfin, ce sont par exemple des phrases qu'on vous inculque dans l'esprit en fait. Si par exemple, je sais pas moi, le jour où un de vos proches est décédé, que à chaque fois quand quelqu'un vous adressait ses condoléances et vous touchez le bras gauche, finalement, quand même, même si voilà, un autre jour où il y a un jour de bonheur par exemple, que si quelqu'un vous touche le bras gauche, du fait que ce bras gauche est associé à ces sentiments de stress, de malheur pour vous, eh bien, vous allez faire un truc, vous allez vous sentir déprimé en fait. Ça s'appelle le point d'ancrage
Pourquoi quand certaines personnes voient les drapeaux de leur pays, leur cœur se met à battre fort? Parce que ces drapeaux, ils étaient conditionnés à voir ces drapeaux-là pendant que pendant qu'ils chantaient des phrases de bravoure, des phrases qui les attachaient à leur nation. Donc, c'est très important les points d'ancrage. Et dans ces livres, on est là pour utiliser tous ces dons, tout ce qu'on peut utiliser, tout ce dont on aura besoin pour pouvoir réussir. Donc, les points d'ancrage, c'est quelque chose qui peut vous aider aussi à avoir votre place dans ce monde, à vous faire votre place au soleil. Donc, comment créer un point d'ancrage? C'est comme les chiens de Pavlov qui ont été conditionnés, par exemple. Ces chiens salivaient en fait sans même voir de nourriture parce que à chaque fois qu'ils voyaient de la nourriture, Pavlov faisait sonner une cloche. En fait, en entendant seulement le bruit de la cloche sans nourriture, ces chiens salivaient. Donc, ça aussi, c'est un point d'ancrage. Donc, la première chose, le premier caractère d'un point d'ancrage, c'est l'intensité du point d'ancrage. En fait, si par exemple, comment dirais-je, vous touchez quelqu'un les épaules, sachez que vous devez y mettre un petit peu de pression. Bon, pas comme ça carrément, mais un peu de pression pour que la personne sente ça, ok? L'intensité du point d'ancrage. Ensuite, le caractère spécial du point d'ancrage. Vous ne devez pas faire un point de main comme point d'ancrage ou bien, je ne sais pas quoi, un truc simple comme ça, comme point d'ancrage, ok? Vous devez prendre un truc spécial que la personne n'aura pas, enfin ne fera pas quotidiennement comme ça, et qui est normal pour elle, quoi. Donc, ok? Ah, c'est le deuxième critère d'un point d'ancrage. Ensuite, vous devez faire une synchronisation. En fait, vous allez amener la personne à un moment, par exemple, où il était. Si vous voulez, par exemple, qu'une personne se sent motivée juste en disant yes, vous savez, est-ce que vous savez que c'est possible? Que la personne se sent confiance, motivée, tout ça, en disant seulement yes. Vous devez l'amener à un moment où il était pleinement motivé. S'il n'a jamais eu de moment de motivation, bon, vous devez l'amener à visualiser comment il serait s'il était pleinement motivé. Et à ce niveau-là, vous allez maintenant, quand il serait pleinement dans l'association, alors vous allez voir les caractères sur son visage, comment les choses vont se passer. Vous allez remarquer sur sa physiologie, sur son, le, enfin, sur son visage, sur sa façon, sur son rythme cardiaque, vous allez remarquer la différence. Et là, vous allez, quand la personne sera au niveau optimal d'association, vous allez dire par exemple le son yes et en faisant peut-être un geste qui va avec yes comme ça ou bien yes comme ça ou bien un truc comme ça, ou bien toucher-lui quelque part. Et sachez que rien qu'en disant la phrase, le mot yes, la personne peut se, peut se sentir motivée. Il ne suffit pas de le faire une fois, vous devez le faire plusieurs fois. Et après, vous devez tester si ce point d'ancrage a marché, que ce soit pour vous ou bien pour quelqu'un, une personne extérieure. Si vous voulez vous créer des points d'ancrage, dites par exemple, enfin, pour penser à un moment où vous étiez carrément, je ne sais pas, si vous voulez le faire pour être motivé ou confiant ou bien pour être, je ne sais pas moi, dans les bonnes en les bonnes humeurs et tout, pensez à un moment où vous étiez carrément dans ce que vous voulez par exemple, vous étiez carrément dans la toute confiance et commencez à vous l'imaginer. Et quand vous atteindrez le niveau optimal, faites le stimulus. Faites yes avec force comme ça. Yes comme ça. Et là, ce que vous faites, vous faites de la synchronisation en fait. Et après, vous devez tester le point d'ancrage, ok? Donc après les points d'ancrage, on va atteindre une nouvelle partie qui s'appelle en fait le système des valeurs. Vos systèmes des valeurs définissent vos motivations, ce que vous croyez que c'est possible, ce que vous croyez du bien ou du mal, ce que vous croyez possible ou pas. Ce sont vos systèmes de valeurs.
Par exemple, pour découvrir le système de valeur d'une personne, vous pouvez demander, par exemple, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que quelle est la chose la plus importante pour toi, par exemple, dans une relation? Ben, certaines personnes, c'est l'amour. Certaines personnes, c'est, par exemple les possibilités qui peuvent s'offrir à eux. Certaines personnes, c'est le soutien que l'autre personne peut leur offrir. C'est très important de connaître les systèmes de valeurs, les vôtres d'abord, et puis de vos conjoints, des gens qui sont autour de vous, pour pouvoir finalement répondre à leurs besoins. Parce que finalement, même si, par exemple, vous aimez énormément quelqu'un et que vous pensez qu'il faut lui montrer ça d'une certaine manière et que vous devez lui dire je t'aime, si cette personne pense que vous devez la soutenir pour qu'elle se sente aimée, c'est que si c'est le soutien qui est la chose la plus importante pour cette personne dans l'amour, dans une relation, c'est que vous passez carrément à côté de la plaque. Vous devez soutenir cette personne au lieu de lui dire tout simplement je t'aime. Donc, c'est l'une des choses. Sinon, on a des systèmes, on a des valeurs dans tous les niveaux et ces valeurs peuvent créer des conflits en nous. En fait, si votre travail est très important pour vous, si le travail dur est quelque chose de très important pour vous et que la relation aussi, l'amour aussi est très important pour vous, si vous êtes dans une obligation par exemple où vous devez rester travailler, que vous devez aller avec votre conjoint pour faire un truc hyper sympa, ça va créer un conflit en vous. C'est pourquoi il faut bien déterminer vos valeurs, comprendre qu'est-ce qui fait que des fois vous vous sentez déprimé, qu'est-ce qui fait que des fois vous sentez que votre vie part à contresens. C'est les valeurs qui font cela. Donc, essayez de déterminer vos valeurs, de connaître les valeurs de vos conjoints. Il y a plusieurs valeurs, l'honnêteté, voilà, la communication mutuelle, la joie, l'amour, la santé. On a tous des valeurs dans tous différents domaines. Dans le travail, peut-être pour certains, bah, ça serait plus le fait de se sentir important dans quelque chose, le fait de sentir qu'ils apportent de la valeur. Des fois, ça serait le fait de se sentir motivé ou bien un truc comme ça, de la joie qu'ils peuvent recevoir, l'aide qu'ils peuvent recevoir. On a tous des valeurs dans tous les domaines de notre vie. Donc, découvrez les vôtres. Cherchez pas à les changer. C'est quelque chose de très important. Cherchez pas à changer vos valeurs. Essayez juste de découvrir vos valeurs. Et si vous devez absolument changer vos valeurs pour pouvoir atteindre vos objectifs, vous pouvez les restructurer comme on l'a vu avant. La restructuration des schémas peut vous permettre de restructurer vos valeurs aussi. Ok? Mais les valeurs, c'est les choses les plus fondamentales, c'est vos bases, c'est vos repères. Ok? Là, on va attaquer les 5 clés de la richesse et du bonheur. C'est très important, la richesse et le bonheur, non? Donc, la première clé, en fait, c'est de maîtriser votre frustration. Vous allez me dire peut-être, ah oui, peut-être, j'ai pas ceci, cela, c'est ce qui fait que je suis frustré. Non, c'est parce que vous ne maîtrisez pas votre frustration qui fait que vous en êtes là où vous êtes aujourd'hui. Et pour maîtriser vos frustrations, vous devez, essayer, ne jamais faire un plat, ce qui n'est pas grave, de ce qui n'est pas grave. Donc, ne faites pas un plat de ce qui n'est pas grave. Et 2, sachez que rien n'est grave. Ok? Donc, en fait, en somme, c'est pour vous dire de ne jamais faire de quelque chose un plat. Ok? Vous devez tout simplement rester zen à chaque fois. Maîtriser votre frustration, c'est très important. Parce que quand vous êtes frustré et que vous laissez aller comme ça à l'énervement, à certaines choses, eh bien, vous n'allez pas pouvoir utiliser vos ressources pour sortir de cet état. Ok? C'est très important de maîtriser ces frustrations. Ok? La seconde chose, c'est savoir essuyer des refus. Vous pouvez même
des fois, les gens ont tellement peur d'échouer les refus, d'essuyer des refus qu'ils ne tentent même pas ce qu'ils devraient faire. Par exemple, les vendeurs, c'est quelque chose qui est très connu chez eux. Par exemple, moi-même, je suis dans le marketing des réseaux, je suis dans plein de choses différentes quand même, et dans des choses importantes quand même. Ce sont des projets de vie, des projets sur le long terme. Mais des fois, des gens ont tellement peur d'avoir un refus qu'ils ne passent pas tout simplement à l'action. Sachez essuyer les refus. Pour cela, vous pouvez même vous créer des points d'ancrage qui feront qu'un refus va carrément vous exciter. Alors de créer un point d'ancrage qui fait que quand vous vous mettez à appeler quelqu'un, carrément vous êtes excité. Ok? Faites cela. Quand vous entendez quelqu'un vous dire non, ah, ok, ce serait le prochain, yes, j'y arrive. C'est une personne à moins. Je pense que ce sera le prochain. Essayez de créer ça, ok? Après, la troisième chose, c'est de maîtriser les pressions financières. Les riches ont des pressions financières. Les pauvres aussi ont la pression financière. Parce que les riches, on les dit, ah, ce sont les riches, ce sont les salauds, des trucs comme ça. Ils ont une pression financière. Les pauvres aussi, ils n'ont pas d'argent, ils ont la pression financière, même la classe moyenne aussi, quoi. Finalement, ils travaillent pour de l'argent. C'est la pression financière. Maîtriser les pressions financières. Comment faire ceci? Pour vous aider, en fait, peut-être à sortir, hein. Si vous appliquez cela, je vous garantis que vous sortirez de la pauvreté, ok? Gardez 10% de votre argent et donnez-le aux, aux pauvres, je sais pas moi, aux pauvres de votre entourage. Donnez-le à une cause qui vous tient à cœur. Là, c'est 10%. Gardez 10% en épargne. Mettez 10% de côté à chaque fois. Ça fait déjà 20% en moins. Et faites rembourser vos dettes de 10% à chaque mois. Chaque fois que vous aurez votre paye ou je sais pas moi quoi, mettez 10% pour vos dettes. Et après, essayez de vivre avec. Vous ne devez pas essayer. Vous pouvez vivre avec les 70% restantes, ok? Donc, gardez 10% de côté pour vous créer du cash quand même déjà. De donner 10% aux gens. Vous envoyez un message à votre cerveau, c'est que vous dites qu'il y en a plus qu'assez. Et s'il y en a plus qu'assez, vous attirerez de l'abondance dans votre vie, ok? La troisième chose, c'est les 10%, mettez-les pour rembourser vos dettes, ok? Là, c'est la clé, les 5 clés. La troisième clé plutôt pour de la richesse et du bonheur, ok? La sixième clé, c'est ne jamais se laisser aller à la complaisance. Ah, ma voisine a une nouvelle voiture, je dois en acheter, hein, parce que tout le monde parle que de ça. Ne vous laissez pas aller à la gratification instantanée. C'est la chose la plus dangereuse au monde. Ne faites pas ça, bon sang, ok? Allez vers un objectif, un idéal qui vous enthousiasme vraiment, mais ne partez pas dans ces complaisances-là. Ne faites pas quelque chose parce que quelqu'un l'a fait, ou bien parce que voilà, ça va faire que les gens vont vous trouver cool, ou bien ceci ou cela. Faites pas ça. Essayez de vous maîtriser, de maîtriser ces choses-là, ok? Ne vous laissez pas aller à la complaisance. Et la dernière chose, c'est de toujours donner plus que vous n'espérez recevoir. Quand vous êtes dans le don, vous créez que vous créez de la valeur pour les autres, c'est comme ça que vous allez recevoir. Donnez dans l'espoir, sans même, dans l'espoir de ne rien recevoir en fait. Ok? Donnez plus que vous n'espérez recevoir. Ok? Et là, je vous garantis que vous allez avoir succès. Ou alors là, vous allez avoir même le bonheur dans ce que vous faites. Vous allez avoir de la richesse si vous
économiser comme je vous dis et vous donner comme je vous l'ai dit. Ok? C'est les 5 clés. C'est le 19e chapitre. On a fait un grand chemin ensemble. Le 20e chapitre, en fait, c'est la création des tendances. En tant que dirigeant, en tant que leader de ce monde, vous savez ce que vous devez faire, c'est de savoir créer les tendances. Comment peut-on faire ça? On a tout à notre disposition au jour d'aujourd'hui. On a les médias sociaux, on a les publicités, on a n'importe quoi. Ils nous font sortir 3-4 pubs comme ça. Ah oui, ça c'est le meilleur dentifrice au monde. Et finalement, les gens courent pour aller acheter ça. Comment dirais-je, la cigarette fait sa publicité, l'alcool fait sa publicité, alors que ce sont les mauvaises tendances. Et finalement, tellement que les gens voient ça, le cerveau est finalement câblé pour cela. Et vous qui voyez ces choses-là, vous devez créer de nouvelles tendances, des tendances qui vont amener cette humanité à sa réussite et non à son détriment. Ok? Pour créer des tendances, vous ne devez pas vous battre tout simplement contre l'ancien. Ça ne crée rien. Vous devez avoir le pouvoir de la persuasion, en fait. Vous devez pouvoir exprimer ce que... Enfin, ne vous contentez pas de juste dire ah non, pas de cigarette, des trucs comme ça. Donnez des choses alternatives aux gens sur lesquelles ils peuvent se baser pour laisser certaines choses. Le nucléaire, je déteste les armes à feu ou bien le nucléaire, des trucs comme ça. Ne vous contentez pas de cela. Donnez une solution alternative. Créez une tendance. Ok? Créer une tendance. C'est comme ça qu'on réussit dans cette vie. C'est comme ça qu'on arrive à diriger les hommes. C'est comme ça. Et vous allez être vraiment un dirigeant et non un suiveur. Ok? Là, on a fait un grand chemin ensemble. Là, on est arrivé au dernier chapitre de ce livre qui est le vivre l'excellence humaine. Sachez que la première partie de ce livre parlait plus de la modélisation du comportement humain. La deuxième partie, c'était de la souplesse, d'à chaque fois changer de cap pour pouvoir finalement aider les autres et comprendre les autres. Ok? La quatrième, cette partie, c'est plus une partie qui vous permettra de diriger les hommes, diriger votre vie, de diriger votre esprit, de tout diriger en fait, en fin de compte. Donc, vivre l'excellence, c'est la dernière partie, elle consiste à surtout agir. Quand vous avez bien regardé ça pendant 1 heure et demie peut-être, je ne sais pas, mais quand même, vous devez pouvoir agir. Ne vous contentez pas d'écouter toutes ces choses-là et de ne rien mettre en pratique. Agissez, c'est comme ça que vous allez pouvoir obtenir ce que vous voulez. Ok? Donc, après, partagez ces informations, partagez autour de vous, partagez à tous ceux qui doivent l'entendre pour pouvoir créer un monde meilleur plutôt que de nous battre contre dans les anciens systèmes, ok? Et essayez d'intégrer une équipe gagnante, une équipe qui vous motive, ok? Les 3 choses sur cette dernière partie, c'est que vous devez trouver une équipe gagnante qui vous motive. Partagez ces connaissances à votre entourage, partagez-les à un maximum de personnes et puis agissez. Mettez en application tout ce que vous avez appris. Je vous garantis que si vous les faites, vous allez pouvoir avoir des résultats. Des gens l'ont testé avant vous et ils ont eu des résultats. Vous aussi, vous pourriez avoir des résultats avec ces choses-là. Ok? Donc, ainsi prend fait cette longue vidéo, mais j'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté une autre façon de voir le développement personnel, une autre façon de voir les choses, ça vous a permis de voir que vous pouvez changer d'état instantanément, vous pouvez sortir de la déprime instantanément et vous pouvez créer les réalités en vous concentrant, en prenant les croyances qu'il faut. Vous allez utiliser les ressources qu'il faut et mettre en place les actions qu'il faut. Ça vous a appris aussi à finalement modéliser les choses, à
à créer des points d'ancrage qui peuvent vous permettre d'être motivé, d'aller vers vos objectifs. Ça vous a permis aussi de comprendre le système des valeurs, de peut-être comprendre votre famille, vos entourages, leur façon de voir les choses, leur façon d'être réellement en interne vraiment, au plus profond, ok? Donc, j'espère que ça vous a été très utile. On se retrouve pour une nouvelle chronique bientôt. Ciao, bye bye. D'ici là, prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse.